Alors, salutations d'abord. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur euh, une discipline que nous appelons la didactique de la philosophie. Donc, alors, qui parle de philosophie, qui parle d'histoire, qui parle de géographie, de mathématiques, de logique, etc., etc. Donc, on parle, n'est-ce pas, d'une didactique. Parce que la didactique concerne tout simplement l'enseignement. Donc, ici, on va parler de l'enseignement de la philosophie. Alors, elle va s'adresser, n'est-ce pas, à des questionnements comme quelles sont les conditions, n'est-ce pas, pour que le cours de philosophie soit compris par les apprenants. Donc, c'est sur cela que porte, n'est-ce pas, la didactique de la philosophie. Alors, et il faut comprendre d'abord que la philosophie elle-même, elle est une discipline qui vise à cultiver l'esprit critique chez l'humain, et également qui veut pousser, n'est-ce pas, l'être humain à penser par soi-même. Voilà. Donc, après cela, il faut, n'est-ce pas, comprendre que dans ce travail, quand nous allons, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, d'abord de la didactique de la philosophie, on va également parler de philosophie, n'est-ce pas, pour les enfants, donc philo pour enfants. Donc c'est pour vous dire que la philosophie, n'est-ce pas, ne concerne pas seulement les adultes, ne concerne pas seulement des vieillards, non. La philosophie concerne tout le monde. Donc, qui parle, n'est-ce pas, de la culture, n'est-ce pas, de l'esprit critique, n'est-ce pas, la culture, n'est-ce pas, qui consiste à penser par soi-même. Donc, nous savons bel et bien que cela ne doit pas se limiter seulement au niveau des vieilles personnes. Donc, il faut également impliquer, n'est-ce pas, les enfants. Alors, donc, d'abord, après cela, il faut noter d'abord que nous avons un tableau récapitulatif, n'est-ce pas, qui va nous parler de comment la philosophie était enseignée avant. Bon, surtout, on va le dire surtout au Mali ici. Donc, il faut aller d'abord de là. Parce que l'enseignement classique de la philosophie, d'abord, la philosophie était enseignée au lycée, ensuite à l'université. Et les personnes ciblées étaient, n'est-ce pas, les élèves et les étudiants. La méthode, c'est les cours magistraux. Les documents, les textes, les livres sont, n'est-ce pas, étudiés. Et à ce moment aussi, il faut comprendre que le professeur est considéré comme un savant, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, avec la connaissance, qui va venir, n'est-ce pas, transférer ou qui va venir donner sa connaissance, n'est-ce pas, aux apprenants ou à ses étudiants. Donc, il y avait statut du prof et statut de l'apprenant. Mais avec des auteurs, n'est-ce pas, ou des penseurs comme Matteo Lippmann, donc nous allons également parler des nouvelles pratiques philosophiques. Donc, n'est-ce pas? Et avec l'arrivée des nouvelles pratiques philosophiques, nous avons la philosophie, elle est enseignée partout. Nous avons le lycée, nous avons l'université, nous avons, n'est-ce pas, les collèges, nous avons les prisons, nous avons les hôpitaux, nous avons les jardins d'enfants, ainsi de suite. Et là, nécessairement, il faut voir les lycéens, n'est-ce pas, les universitaires, n'est-ce pas, les élèves, n'est-ce pas, les prisonniers, les malades, les enfants. Donc, la philosophie, n'est-ce pas, elle s'adresse, n'est-ce pas, à tout cela actuellement. Ça veut dire qu'elle a dépassé, n'est-ce pas, le niveau classique. Et maintenant, grâce à l'arrivée des nouvelles pratiques philosophiques, même les enfants peuvent philosopher. Voilà. Donc, et la méthode ici, au niveau avec des nouvelles pratiques philosophiques, comme méthode ici, nous avons, il faut savoir que l'apprenant est au centre de l'apprentissage, ou, n'est-ce pas, de la dynamique même enseignement-apprentissage. Ce n'est plus, n'est-ce pas, le professeur qui vient avec le savoir déjà construit, n'est-ce pas, qui vient se présenter comme un savant. C'est désormais, alors,
le savoir se construit, n'est-ce pas, avec les apprenants. Donc, après ce tableau récapitulatif, il faut également comprendre que qui parle, n'est-ce pas, de nouvelles pratiques philosophiques, ou qui parle, n'est-ce pas, de philosophie pour enfants, n'est-ce pas, ne doit pas du tout oublier les auteurs comme Matteo Lippmann, n'est-ce pas, il y a des Michel Tosi, etc., etc. C'est des auteurs qui ont vraiment bien parlé, n'est-ce pas, de cette thématique de nouvelles pratiques, n'est-ce pas, alors philosophiques. N'est-ce pas? À côté des nouvelles pratiques philosophiques, il faut noter également que la vieille tradition de l'enseignement de la philosophie suit son cours, hein, voilà, dans certains pays, par exemple, notamment, bon, je veux parler un peu reculé, notamment la France et beaucoup de pays africains aussi, parce que même quand on prend même l'exemple sur le Mali, bon, nous allons trouver qu'actuellement, la philosophie, au lieu de commencer à enseigner la philosophie à partir des terminales, on a commencé maintenant à partir des classes de 11e année. Donc, ce qui montre qu'il y a eu déjà un avancement. Donc, les nouvelles pratiques philosophiques sont très importantes. On peut même parler, n'est-ce pas, du cadre, n'est-ce pas, de ces auteurs-là. Vous savez que dans la cité grecque, l'agora était la place principale où les questions politiques, les questions religieuses et économiques, même philosophiques, étaient discutées. Voilà. Et les discussions à visée philosophique que Socrate menait également, c'est ce qui a fait que Socrate était, était considéré comme le maître même de l'agora. Parce que là, il était là, il aidait les gens, n'est-ce pas, à réfléchir, à trouver des réponses aux différentes problématiques, aux différentes questions, aux différents questionnements, n'est-ce pas, que les gens se posaient. Donc, il faudra alors ne pas oublier, n'est-ce pas, son centre d'intérêt aussi. Alors, ceci témoigne du fait que les premières pratiques philosophiques ont commencé avant le lycée. Aujourd'hui, la philosophie est enseignée au lycée, pratique qui continue jusqu'à ce jour, à la seule différence que son enseignement commence selon les pays, en seconde pour les uns, en classe de 11e année, et pour les autres, comme c'est le cas, n'est-ce pas, du Mali de nos jours, ou en classe terminale, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, si haut. Alors, il faut noter que les nouvelles pratiques philosophiques constituent une réponse au besoin de démocratiser l'enseignement de la philosophie, mais aussi une réponse à l'amélioration du philosophé chez les apprentis philosophes. Ça veut dire que la connaissance philosophique n'est pas une connaissance qui doit être réservée seulement aux lycéens, aux étudiants, mais ça doit également être réservé, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Donc, comme nous l'avons déjà dit à partir du tableau récapitulatif. Alors, il faut noter ici que il y a plusieurs cibles maintenant. Nous avons parlé déjà des prisons, les maisons de retraite, les hôpitaux, les jardins d'enfants, les collèges, l'enseignement professionnel, etc., etc. Donc, il faut amener la philosophie partout. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour philosopher, désormais. La philosophie pour tous est possible. Même les petits-enfants peuvent faire de la philosophie. On ne va pas penser comme Piaget, qui pensait que les enfants étaient incapables de faire un travail pareil, des réflexions pareilles. Non. L'apprentissage du philosophie chez Michel Tosi, ou la notion même de la consultation philosophique avec Oscar Bénéfier, et l'approche surtout psycho-existentielle chez Jacques Lévin. Vous voyez? Donc, c'est des auteurs qui se sont vraiment battus pour parler vraiment de cette nouvelle pratique philosophique. Voilà. Donc, ceci nous montre que, alors, la philosophie, les gens ne vont pas se limiter seulement à dire que la philosophie
ce sont des vieux seulement qui doivent s'intéresser à ça, ou des grandes personnes, c'est-à-dire des lycéens et autres. Non, même les enfants. C'est pourquoi nous avons l'apprentissage du philosophie, par exemple chez les enfants, où on va parler de café philo. On peut parler, n'est-ce pas, après café philo, il ne faut pas également oublier la philosophie pour les enfants. Vous voyez, parce que la philosophie pour les enfants est une pratique éducative qui cherche à développer la pensée réflexive, créatrice et critique chez les enfants de tout âge à partir de des discussions démocratiques et de manuels narratifs dans le cadre pédagogique d'une communauté de recherche philosophique. Là, il s'agit de créer initialement, n'est-ce pas, par Mathieu Lippmann, connaît par exemple un développement mondial, n'est-ce pas, et aujourd'hui beaucoup s'intéressent à ça. Et on sait que la philosophie de nos jours ne doit pas se limiter seulement à un seul niveau. Et la philosophie pour enfants n'est pas une approche plus efficace ou simplifiée de l'enseignement classique. Ça dépasse ça. Parce que les enfants même sont maîtres de ce champ. Et avec cette discipline appelée la didactique, la méthode consiste, n'est-ce pas, en un débat sur une question de portée philosophique à l'aide, par exemple, quand on parle des nouvelles pratiques philosophiques, à l'aide d'histoire, le cœur de la méthode reposant sur une délibération entre enfants ou la rencontre des points de vue et par la confrontation, n'est-ce pas, des argumentations, les enfants font l'expérience de leur pensée, de celle des autres et de la nature, n'est-ce pas, de la discussion. Donc susciter le débat philosophique, c'est permettre un apprentissage par la pratique de l'échange démocratique. La connaissance est à tous les niveaux. Les enfants sont capables de construire la connaissance. Les enfants sont intelligents, comme les vieilles personnes. On peut demander aux enfants aujourd'hui, c'est quoi la liberté? Pourquoi la loi? Pourquoi vivre? C'est quoi même la philosophie? Les enfants ont leur pensée, et n'est-ce pas, à donner sur toutes ces thématiques. Et vous avez la discussion, n'est-ce pas, à caractère démocratique, vous voyez, c'est ça même qui est visé, n'est-ce pas, par ces nouvelles pratiques philosophiques. Ainsi, 4 rôles principaux peuvent être tenus. Vous avez le président de séance, quand il y a ces cafés philo, etc., vous avez le président de séance. Il n'intervient pas sur le fond du débat. Son rôle consiste à en gérer la bonne tenue. Il est chargé de répartir démocratiquement la parole, n'est-ce pas, dans le groupe, selon des règles explicites. Et il veille au calme, à l'écoute et au respect mutuel. Il convient pour cela que personne ne se coupe la parole, n'applaudisse ou ne se moque. Il n'y a pas de moquerie. Donc chacun est libre, n'est-ce pas, de s'exprimer, mais le cadre démocratique est respecté. Il y a l'animateur qui est là aussi, il est chargé de rappeler les règles de la discussion. Si nécessaire, chacun son tour, tout le monde a droit à la parole. Celui qui n'a pas encore parlé est prioritaire. Bon, ça va nous rappeler notre nouvelle méthode que nous appelons l'APC ou l'approche par compétence, n'est-ce pas? Il y a le reformulateur aussi, son rôle est de construire du sens dans un débat qui peut avoir tendance à partir dans plusieurs directions. Le reformulateur met en relation les interventions entre elles pour montrer en quoi elles se répondent, se contredisent ou se complètent. Il crée aussi du lien, n'est-ce pas, entre le contenu des interventions et la question posée, dans l'objectif de permettre une progression des idées. Ouais. Donc, il joue ce rôle. Et à ne pas oublier également le rôle du synthétiseur. Son rôle consiste à faire le point sur l'évolution du débat. Il n'intervient donc pas dans la discussion. Voilà. Afin de pouvoir écouter tous les participants et de garder une trace de leur pensée. Ouais. Donc, jusqu'à ce niveau, on trouve qu'on voit réellement que la philosophie, l'enseignement de la philosophie devient de plus en plus important. La philosophie, elle ne sera plus désormais réservée seulement aux lycéens et aux étudiants, mais elle est réservée à tout le monde. Même les petits-enfants, sont eux-mêmes qui vont proposer, n'est-ce pas, les questions sur lesquelles ils vont débattre, ou les thématiques sur lesquelles ils vont débattre. Et ils vont également dire pourquoi ils veulent qu'on débatte, n'est-ce pas, sur ces questions-là. Donc, on doit débattre de tout ce
dont nous avons besoin, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons besoin. Et ces enfants, ils sont vraiment capables de mener une réflexion, n'est-ce pas, digne de ce nom. Alors, il faut noter par exemple chez Kant que, quand il dit ceci, je vais citer ceci. Alors, il dit, bref, il ne doit pas apprendre des pensées, mais apprendre à penser, ou ne doit pas porter l'élève, mais le guider, si l'on veut qu'à l'avenir, il soit capable de marcher de lui-même. Voilà ce que le professeur doit faire. Voilà ce que l'enseignant doit faire lorsqu'il est là en train de dispenser son cours de philosophie. Voilà. Il ne doit pas apprendre des pensées. Il n'amène pas des œuvres déjà faites, des textes ou autres, non. Mais il va apprendre l'enfant à penser par lui-même. Et si on veut réellement que l'enfant soit capable de marcher de lui-même, il faut vraiment apprendre l'enfant, soit à faire cela. Également, l'enfant, au terme de sa scolarité, était habitué à apprendre. Il faut entendre, n'est-ce pas, par apprendre comme... il était habitué d'abord à apprendre et il pense maintenant qu'il va apprendre la philosophie. Mais c'est impossible, car il doit désormais apprendre à philosophie. Il doit désormais apprendre à penser, à réfléchir, n'est-ce pas? C'est ce que l'enfant doit désormais faire. Il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre. Je disais notre très cher auteur, il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre. Donc, je voulais m'expliquer clairement, dit Kant. On peut ramener toutes les sciences qu'on peut apprendre à deux choses. Celle des sciences historiques et celle des sciences mathématiques. Mais pas la philosophie. Parce que pour pouvoir apprendre la philosophie, il faut qu'il y en ait une. Mais il n'y a pas une seule philosophie. Il y a plusieurs philosophies. Donc, ce qui montre que, alors, on ne peut pas dire qu'on va venir apprendre la philosophie, mais on vient plutôt apprendre la philosophie. Donc, il faut plutôt considérer, n'est-ce pas, ces philosophies. Quand on dit apprendre, d'aucuns se poseront la question, ça voudrait dire quoi? Apprendre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de faire entrer soit dans la mémoire, soit dans l'entendement, ce qui peut nous être présenté comme une discipline déjà achevée. Et comme la philosophie n'est pas une discipline déjà achevée, elle n'a jamais été achevée, elle ne sera pas achevée, jamais. Parce qu'il y a une philosophie achevée, je ne l'appellerai pas philosophie. Donc, ce qui montre que la règle de conduite est donc celle-ci. Avant tout, faire mûrir l'entendement et en accélérer, n'est-ce pas, la croissance en l'exerçant dans les jugements d'expérience et en rendant attentif à ce qui peut lui enseigner les impressions, n'est-ce pas, comparées de ses sens. Alors, pour terminer tout ceci, il faut noter que il faut noter d'abord ceci, ce qu'on entend, n'est-ce pas, d'un enseignant, d'un didacticien, d'un enseignant, d'un professeur, que celui qui l'écoute, il forme d'abord l'entendement de l'homme, puis sa raison, et qu'enfin, il en fasse un savant. Voilà ce que Kant dit. Les apprenants qui viennent écouter l'enseignant, les étudiants qui viennent écouter l'enseignant, ou même les prisonniers, ou même que ce soit des cafés philo, ou que ce soit, n'est-ce pas, alors philosophie pour enfants, ou que ce soit des philosophies, des groupes comme des groupes minuscules qu'on va mettre en place, qui ne dépassent pas un nombre de 8 à de 10 personnes. Donc, il faut d'abord qu'on entende d'abord que celui-ci soit à l'écoute. Et il forme également d'abord l'entendement. Parce que c'est ça, on entend donc d'un professeur, on entend cela du professeur. On entend donc d'un professeur que chez lui, que chez celui qui l'écoute, il forme d'abord l'entendement de l'homme, puis sa raison, et qu'enfin, il en fasse un savant. Voilà ce que, n'est-ce pas, un professeur doit se donner comme tâche. Donc, il faut désormais noter que la philosophie, comme le dit la définition étymologique, qui est l'amour de la sagesse, autrement dit, on peut dire la quête perpétuelle, n'est-ce pas,
de la connaissance, du savoir, est une discipline, n'est-ce pas, qui n'est pas à apprendre. Non, on n'apprend pas la philosophie. On doit plutôt apprendre à philosopher. On doit plutôt apprendre à penser. On doit plutôt apprendre alors à réfléchir. On doit plutôt inciter cet esprit critique chez l'enfant. Donc, vos remarques et suggestions sont possibles pour que la prochaine vidéo soit à la hauteur. Merci bien. Vous avez M. Soroba Judé, prof de philosophie. Merci.